De la Colombie à l'Afrique du Sud en passant par l'Irlande du Nord pour ne citer que quel pays, pourquoi le conflit israélo-palestinien a-t-il un tel retentissement à travers le monde? On en parle avec Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes président de l'IRMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéen Moyen-Orient, professeur de sciences politiques à Cergy-Pontoise en région parisienne. Et je signale parmi vos livres Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. Première question, Jean-Paul Chagnolot. La Bolivie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Israël, annonce faite hier. Le Chili et la Colombie ont rappelé leur ambassadeur à Tel Aviv. Pourquoi cette offensive diplomatique de pays sud-américains ? Je crois d'abord qu'il y a des communautés palestiniennes dans la région, ça c'est sûrement, mais je pense aussi que plus globalement, nous allons assister à, comment dirais-je, à des fractures un peu partout. C'est-à-dire que plus on va avancer dans cette offensive israélienne, plus on va être choqué par son côté démesuré, d'autant plus qu'elle n'a aucun objectif véritable. On pourra en reparler peut-être. Israël dit qu'elle a un objectif, c'est d'en finir avec le Hamas. Oui, mais c'est un objectif qui n'a pas de sens d'un point de vue politique. Peut-être qu'on peut arriver à détruire quelques éléments de l'architecture militaire du Hamas, mais certainement pas son enracinement politique. Et le fait d'agir ainsi va sans doute radicaliser des gens qui ne sont pas au Hamas et qui ont peut-être envie aussi de prendre les armes un jour, pas tout de suite. Donc en fait, je pense que ce qui vient de se passer à Jabalia, plus ce que vous venez de dire maintenant, c'est évident qu'il y a une émotion considérable. Alors dans les pays arabes, forcément, dans les pays musulmans, évidemment, et maintenant, beaucoup plus largement. Ça va toucher à bientôt les sociétés occidentales qui ont été évidemment complètement proches d'Israël à un moment donné, mais là on arrive à un point où c'est pas possible d'accepter les Nations Unies. On dit à plusieurs reprises leur position en disant qu'on était dans des crimes de guerre, et puis si vous prenez les ONG, Médecins sans frontières, Médecins du monde, puis bien d'autres, toutes disent mais c'est un véritable massacre. Donc ça va forcément bouleverser les gens, et c'est logique finalement. Jean-Paul Chagnolot, avant les attaques du Hamas, au cours desquelles 1400 Israéliens ont été tués sur le sol israélien, c'est donc le 7 octobre, le président de la Colombie, Gustavo Petro, avait dit, donc on est au mois de septembre, c'est à l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit « Ceux qui trouvent des raisons de défendre l'Ukraine oublient que pour les mêmes raisons, ils devraient défendre la Palestine ». C'était avant les attaques du Hamas. Pourquoi je vous cite cette phrase ? Est-ce que c'est la question du double standard qu'on entend beaucoup dans les pays du Sud, du deux poids deux mesures, qui fait que un an et demi après l'invasion russe de l'Ukraine, c'est difficile pour les Occidentaux? Bien sûr, il y a ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le fait d'être bouleversé on a été bouleversé par le 7 octobre, mais on doit être tout autant bouleversé par les milliers de morts, les milliers de blessés, c'est bien clair. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant, sur ce que vous dites entre l'Ukraine et puis Israël-Palestine, je vous prends un principe de droit international, basique, fondamental. Inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. La Russie attaque l'Ukraine, elle veut annexer ces territoires. C'est inadmissible du point de vue du droit international. Et on a oublié que Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, Gaza qui est enfermé, mais ça revient au même, c'est une occupation du point de vue juridique, et Jérusalem-Est. Et là, on ne dit rien. On ne rappelle pas le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, alors même que c'est dans les résolutions des Nations Unies. La résolution 242 en 67, toutes les résolutions rappellent ce principe, vis-à-vis d'Israël, bien entendu. C'est parce qu'il y a une sorte d'hémiplégie intellectuelle ou politique qui fait que les Occidentaux ne veulent pas voir toute la réalité. Alors ils voient l'agression qui est une réalité du Hamas, bien entendu, et qu'il faut condamner certainement, mais il faut voir le global. Mais si on vous comprend bien, le narratif d'Israël qui dit que le Hamas c'est Daesh, ça ne passe pas auprès notamment des pays du Sud. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a proposé l'aide de la coalition anti-Daesh contre le Hamas. Il s'est vite, rétracté, parce que ça n'avait aucun sens. Le Daesh, c'était une organisation, ça existe encore, en Syrie notamment, mais transnationale, déracinée, faite de fanatiques. Le Hamas, c'est quoi? C'est une organisation qui est
implanté dans le peuple palestinien, dans la société palestinienne depuis 40 ans, et qui dirige le Gaza, qui a gagné les élections de 2006, qui a eu un gouvernement en 2007, etc. Donc on est dans un schéma radicalement différent. Donc c'est absurde cette affaire. Qui jamais n'avait mené de telles actions avec un tel mode opératoire. Et par ailleurs, c'est une organisation qui est mortifère dans la mesure où ils ont toujours refusé le moindre compromis politique avec les Israéliens. Pourquoi ce discours ne passe pas dans les pays du Sud? Est-ce que c'est parce que c'est un conflit colonial et que certains peuples du Sud, pas que du Sud d'ailleurs, vous avez parlé de l'Europe, tiens, j'aimerais vous montrer peut-être des images de Belfast, on est en Irlande du Nord, ça réveille là le conflit entre catholiques, républicains, indépendantistes et protestants loyalistes qui sont favorables à la couronne britannique. D'un côté, on s'identifie à la cause palestinienne, de l'autre, on s'identifie à Israël. Pourquoi? Écoutez, c'est un conflit presque emblématique. Il dure depuis un siècle, il faut le rappeler si on voulait revenir très en arrière. Mais je crois qu'il y a une chose qui serait très simple, c'est de dire il y a des principes, ils s'appliquent partout de la même façon. Et c'est ça l'idée. À ce moment-là, on n'aurait pas toutes ces contradictions et les uns qui vont dans un sens, les autres qui vont dans l'autre. On est très, comment dire, omnibulé par nos rapports à Israël en Occident, et c'est vrai dans bien d'autres régions, aux États-Unis en particulier. Mais fondamentalement, le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est une occupation militaire, avec, il faut le rajouter, c'est essentiel, une colonisation qui est évidemment parfaitement illégale et contraire au droit international, ce qui est répété par toutes les résolutions du Conseil de sécurité, votées entre parenthèses par toutes les grandes puissances, États-Unis, France, etc. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'aveuglement, et en plus, depuis plusieurs années, on avait voulu complètement oublier la question palestinienne, donc oublier ces éléments qui sont fondamentaux, en pensant que les 5 millions de Palestiniens qui vivent entre Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, eh bien, après tout, on pouvait leur donner un peu de quoi vivre au quotidien, et puis oublier leur revendication fondamentale, qui est celle de l'autodétermination, d'avoir un État, ou en tout cas une large autonomie qui amènerait à un État. Et ça, évidemment, beaucoup l'ont oublié en disant on va faire la paix entre Israël et les États arabes, c'est la fameuse normalisation, et tout sera réglé. Ce qui est un non-sens. Alors là, ça s'est brutalement rompu avec le 7 octobre, et là, du coup, tout le monde se rend compte à quel point nous sommes dans un conflit fondamental entre deux peuples. C'est ça la réalité. Et on voudrait le cacher. Et la France a, dans un premier temps, complètement oublié ça. Maintenant, Emmanuel Macron redit, effectivement, il faudrait deux États, il faut revenir aux fondamentaux. Alors Anthony Blinken, le chef de diplomatie américaine, dit ce soir qu'il fait tout et qu'il demande à Israël d'épargner des vies civiles. Il y a cette volonté de relancer des discussions, mais on n'en est pas du tout là. La solution à deux États, est-ce qu'elle tient toujours? Est-ce qu'elle n'est pas caduque? Vous savez, s'il y a une volonté politique, vous savez, il y a un proverbe britannique qui dit lorsqu'il y a un chemin, s'il y a une volonté, il y a un chemin. If there is a will, there is a way. Ça veut dire, s'il y a une volonté politique, il y a un chemin. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît utopique, mais on ne pourra pas sortir de cette catastrophe, de ce désastre, de cette tragédie, qui va faire des milliers de morts. Qui a déjà fait des milliers de morts. Qui a déjà fait des milliers de morts, qui va en faire beaucoup si on n'arrête pas ça tout de suite, selon les résolutions des Nations Unies là, qui appellent à une trêve humanitaire. Ça me paraît urgent et nécessaire. S'il n'y a pas ça, évidemment, si on ne débouche pas sur du politique, c'est-à-dire si on ne touche pas sur des formules, comme a dit Biden, un horizon politique. Cet horizon politique, c'est quoi? Ça peut venir dans un second temps, troisième temps, un État palestinien. Mais si on ne remet pas les fondamentaux, et donc si on ne remet pas à discuter de l'essentiel, eh bien, dans 2 ans, 3 ans, on retrouvera à nouveau des violences qui perdurent. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de celles de Gaza, qui sont évidemment dramatiques, mais quand on va en Cisjordanie, il se passe aussi des choses terribles. Les colons israéliens, aujourd'hui, sont en train de vraiment, en toute impunité, de tuer des Palestiniens et leur prendre leurs terres pour élargir le foncier de leur colonie. Donc on est dans cette situation qui est vraiment terrible. Je pense vraiment qu'il faut que les hommes d'État, s'il y en a, ici ou là, pensent le jour d'après en termes politiques. Mais vous pensez que dans les deux sociétés, et israélienne et palestinienne, les deux opinions publiques vont permettre à leurs dirigeants, vont élire des dirigeants qui pourraient porter, en tout cas, qui pourraient revenir à la table des négociations? On sait par exemple qu'en Israël, les attaques du 7 octobre constituent un véritable traumatisme. Certains disent un point de non-retour, y compris d'ailleurs chez des citoyens de la gauche israélienne. Bien sûr que c'est une fracture accentuée qui a commencé il y a au moins 20 ans avec le naufrage d'Oslo et la deuxième intifada. Ça a déjà été la fracture. Mais là, évidemment, c'est encore plus dur, plus dense, plus intense. Mais justement, il faut qu'on imagine une formule de séparation de ces sociétés. Il est bien clair qu'elles ne peuvent pas
vivre ensemble, ni même côte à côte. C'est ça l'idée. L'idée qu'il y aurait eu un seul État, tout ça, c'est absolument une chimère absurde pour plein de raisons. Et donc il faut penser le jour d'après en essayant de bien dire, il faut séparer ces deux sociétés. Après, les formules juridiques, on peut les imaginer. Il y en a plusieurs, avec aussi, je crois, par rapport à ce que vous dites, c'est pas seulement les acteurs israéliens et palestiniens. Aujourd'hui, ils sont incapables, à mon avis, de penser l'avenir. Ils sont ensevelis par leur disons, leur haine, quelque part, finalement, leur rage, leur désespérance. Bref, ils sont ensevelis par leur passion. Et la passion, elle vient défigurer la raison. Or, ce sont, à mon avis, à la communauté internationale d'essayer, sinon d'imposer, il ne faut pas trop rêver là-dessus, mais en tout cas de peser fortement pour aller dans ce sens-là. Ouais, j'aimerais vous entendre sur... Et là, c'est les États-Unis qui ont la clé. Hein. Ouais, j'aimerais vous entendre sur Benyamin Netanyahou. Je le disais, la société israélienne est toujours en sidération, mais il y a la question du aurait-on pu prévenir les attaques du Hamas? Benyamin Netanyahou a posté un message sur les réseaux sociaux dans la nuit de dimanche à lundi qu'il a supprimé. Dans ce message, il critiquait ses services de renseignement. Ça fait une grosse polémique. Ils n'ont pas tardé à lui répondre en disant on avait alerté sur ces attaques potentiellement dévastatrices du Hamas. La politique de Benyamin Netanyahou, que vous s'inspire-t-elle aujourd'hui? Un désastre. Un désastre pour les Israéliens, pour les Palestiniens aussi, bien sûr. Et peut-être même pour l'histoire du sionisme. C'est-à-dire que depuis 2009, quand il est revenu au pouvoir, il était en 96 et 99 déjà Premier ministre, et déjà à cette époque-là, il avait la même posture. Aucune négociation véritable avec les Palestiniens, aucun compromis possible, et en aucun cas un État palestinien. Donc c'était vraiment lui qui a toujours refusé la paix. De même que du côté, il faut être clair, du côté palestinien, le Hamas a toujours refusé la paix. On a donc ces deux acteurs, le Hamas et Netanyahou et tous ses alliés, qui sont en plus, certains sont des suprémacistes juifs, qui sont encore plus radicaux que lui, eh bien, ils sont ensemble pour refuser la paix, et le résultat, c'est une guerre terrible. Donc voilà, il porte une responsabilité considérable, parce qu'il a vraiment orienté la politique israélienne, qui a été finalement quand même accompagné par des votes. Hein. Il est représentatif de la société israélienne. Il a été élu. C'est pas quelqu'un qui a pris le pouvoir comme ça. Mais ce qui est dramatique, c'est justement, il n'a jamais fait un pas politique, un compromis politique. Jamais. Sauf évidemment pour faire la paix avec des États arabes, de telle façon qu'on normalise avec les États pour mieux dominer les Palestiniens. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot pour votre analyse ce soir en direct sur TV5 Monde.